Finson, Shalom Aleichem, comment ça va? Alaykoum Shalom, ça va très bien. Bonsoir ou bon après-midi pour vous. Merci beaucoup. Toi, c'est le soir, 8 heures du soir, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui, et 20h. 8 heures, 20 heures. Ok, en Allemagne, c'est 20 heures ou 8 heures? Comment ça c'est? C'est 20h, 20h. Ok, alors 20 heures. Alors, première chose, si tu veux te présenter, nous parler un peu de toi, ta famille. Je vais envoyer une photo de ta famille. Je vais trouver ça un instant, dès que je peux. Et voilà, c'est ouvert, presque. Tu vas dire un peu, voilà. Tu me dis qui est quoi. Oui, donc comme vous pouvez le constater, moi je suis à droite, donc Levi Pinson. Et Bonjour. après, c'est ma fille Rosie qui a 6 ans. Il y a ici mon bébé qui s'appelle Beryl ou Dove, qui a presque 1 an. Après, il y a Chaim qui a 2 ans. Et après, il y a Nissan qui a 4 ans. Et ma femme Mouchka. Voilà, ça c'est notre famille. Ok. Très bien. Ta femme est d'où vient ta femme? Alors, ma femme, elle vient de Vienne, d'Autriche, en Autriche. De la famille Weiser. Son père, c'est le chouchet de la ville. Super. À Ok. Vienne. Tu parles pas français? Il parle un peu français puisqu'il habitait en Belgique pendant beaucoup de Ok. moments. Et ma femme aussi, elle parle français aussi. Parce elle a appris à l'école. Donc, elle a surtout appris avec le mariage. Elle a récupéré encore un petit peu. Donc, voilà. Vous parlez quoi à la maison? Ah, c'est un peu compliqué. Alors, avec les enfants, on parle en yiddish. D'accord. En yiddish avec les enfants. Entre nous, ça veut dire moi et ma femme, on parle en hébreu ou anglais. On va dire moitié-moitié. Peut-être Oui, plutôt hébreu, anglais. Et voilà. Et après, à la synagogue, on parle en allemand. oui, bien sûr. À l'école. Ouais. Super. Ouais, ma femme aussi. Ma femme a grandi elle est née en Ukraine, elle a grandi en Israël, moi en France. Donc, effectivement, c'est un peu un mélange d'anglais et d'hébreu, qui est la langue commune. Ok, toi, tu viens de où alors? Donc moi, je suis quand les gens me demandent, je dis je suis de Paris, mais quand on me demande plus spécifiquement, donc je suis de Brunois. Donc si vous ne connaissez pas Brunois, c'est le département 91, c'est très connu pour la grande yeshiva de Brunois, bien sûr. Donc, D'accord. voilà. C'était toi le directeur de l'Yeshiva ou non? Comment? C'est toi le directeur de l'Yeshiva? Non, je n'étais pas moi le directeur, mais pas loin. C'était mon oncle. Mon oncle, c'est le directeur de la yeshiva, Rav Gourevitch. D'accord. Ok, très bien. Super. Donc, Bruno, alors comment est-ce qu'on arrive de Brunois à Berlin? Ah, très bonne question. Alors d'abord, si je fais un peu le cursus, à Brunois, j'ai fait le Cheder, la yeshiva, bien sûr, parce que c'était sur place, la yeshiva à Brunois. Après, Mhm. j'ai étudié 1 an en Eretz Israël, à Migdal HaEmek, en Israël. D'accord. Après, j'étais à Ole Torah, comme tout le monde, en Amérique, à Brooklyn. Ok. Et oui, de là-bas, j'ai fait une année de shlichut à Montréal, à Côte-Saint-Luc, chez Rav Raskin. Mhm. Après ça, j'ai fait la smicha à Morristown, à New Jersey. Et voilà, après, je me suis marié à New York, à Brooklyn. Parce que voilà, tous mes amis ils étaient à Brooklyn, ils étaient à New York, et aussi les amis de ma femme aussi. Donc, Mhm. on s'est marié. Elle venait de Vienne, comme j'ai dit, moi je viens de France, mais on s'est marié à Crown Heights. D'accord. Crown Heights. On a vécu à Crown Heights, on a habité à Crown Heights pendant 3 ans, presque 3 ans et demi. Moi, j'étais au collège au début. Ma femme, elle travaillait dans une école. Mhm. Et on cherchait très fort une shlichut. Vraiment, on cherchait une shlichut. C'était pas du tout évident. Pas du tout évident, parce qu'on cherchait primordialement, c'est-à-dire en premier, on cherchait plutôt en Europe, puisque pour nous, moi j'ai vu votre dernière interview avec, je me rappelle plus, c'était avec Chaim Drey ou avec quelqu'un d'autre, qui dit Exact. que c'est complètement différent les mentalités américaines et les mentalités européennes. Ouais. Pour nous spécifiquement, comme nous deux on est des Européens, on n'arrivait pas beaucoup à s'accommoder à la vie à Crown Heights, malgré qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de vibes à Crown Heights, mais ça nous manquait aussi comment dire, je veux dire la petitesse de l'Europe, mais the cleanliness, C'est ça, la propreté, tout à et fait. etc. Bon, il y a plein de... Bon, donc, bien sûr, on était ouvert à tout, mais voilà, donc on a cherché, voilà, et après, c'est venu Bachut Menachem, il y a Rav Tertel de Berlin. Rav Tertel, c'est ici donc le Head Shliach, le Rav Rashi de Berlin. Mhm. Voilà, il y avait une position qui s'était ouverte ils cherchaient un couple pour s'occuper des étudiants à Berlin. Donc voilà, ils avaient aussi leurs critères à eux exactement. Et nous, ça nous convenait puisque ma femme, elle parle allemand. Voilà,
Ouais. Ça parle allemand. Moi, je me débrouillais pas mal en anglais aussi. Donc, on sait parler en anglais. Ce qu'il fallait aussi ici, c'est la majorité des étudiants ici, c'est en anglais. Et aussi la mentalité européenne, etc. Et donc, voilà. Donc, on nous a proposé, on est venu. Et au prochain, ça fait déjà maintenant. On est arrivé en septembre, Elul Tafshin Einzain, c'est septembre 2017. Donc, ça fait maintenant déjà, c'est notre 4e année ici, au prochain. Baruch Hashem. Au prochain. On va commencer à profiter des fruits. Exact. Oui. C'est compliqué. À partir de maintenant, tu peux commencer à avoir les fruits et en profiter. Okay. Amen. Une question d'ignorance, mais j'en profite. Il y a une différence entre l'allemand d'Autriche et l'allemand d'Allemagne? Alors, c'est une différence d'accent. Pour les mots qui sont utilisés, c'est quasiment tous les mêmes mots. Il y a toujours quelques mots ces slangs qu'ils utilisent en Allemagne, ici. Mais c'est la même langue, sauf que c'est un différent accent. Voilà. Donc, même en Allemagne même, il y a des différents accents, soit à Berlin, à Munich, etc. Ils ont l'équivalent de l'accent marseillais? Ils ont l'accent marseillais allemand, ça devrait faire quelque chose d'intéressant. Mais... C'est quoi? C'est comme le français, disons, de canadien et le français de France? Ou c'est quand, non, le canadien et le français de France, c'est vraiment différent. C'est difficile à comprendre. Pour un Autrichien, il comprend tout à fait l'allemand de Berlin, mais il pourra faire la différence. Il pourra dire, ah, tu viens, c'est pas de Berlin, quoi. On pourra tout de suite dire. D'accord. Je sais que j'avais fait une interview, je ne sais pas s'il est ta famille avec un Shliach à Gourevitch à Offenbach. Oui, c'est mon cousin. Ouais, il m'avait dit que le problème qu'il avait eu avec l'allemand, c'est qu'il fallait presque oublier le yiddish pour pouvoir apprendre l'allemand. Alors, il a raison. Le yiddish, quand on vient avec le yiddish en Allemagne, c'est un avantage, mais un désavantage. C'est un avantage, mais un inconvénient en même temps, puisque, comme vous dites, ça nous aide beaucoup à comprendre. On comprend dès le départ, on comprend, mais après, pour bien pouvoir parler, il faut vraiment. Moi, on a été à l'école, on a pris ça bien, j'ai pris ça bien au sérieux. J'étais à l'école pour apprendre vraiment l'allemand. Ok. Très bien. Ok. Alors, parlons un peu de Berlin, un peu de ta shlichut. Le Berlin, l'Allemagne, le judaïsme de Berlin. Donc, le judaïsme de Berlin, je pense que les premiers shluchim qui sont venus à Fertek, quand il est venu à Berlin, c'était en 1996. Donc, c'est plutôt assez récent, quoi, le shlichut du Rabbi à Berlin. Puisque, naturellement, avant ça, c'était avant 90, avant 89, c'était encore, il y avait encore le mur de Berlin. Quand c'était encore le mur de Berlin, c'était quasiment presque très difficile d'envoyer un shliach là-bas. Et c'est à partir que ça s'est ouvert à partir des années 2000 et plus. Donc là, que la ville s'est ouverte à tout le monde, et là, les shluchim sont venus. Donc la ville de Berlin, si je vous dis en superficie, elle fait 9 fois Paris en superficie. Donc c'est énorme. La ville de Berlin, on peut faire avec ma voiture, on peut faire, je sais pas, 2 heures d'autoroute, presque 2 heures d'autoroute dans la ville de Berlin, même, quoi. C'est énorme. Encore une fois, c'est très grand, mais la population, elle est beaucoup moins dense qu'à Paris. À Paris, il y a 2 millions de personnes. À Berlin, il y a 3 millions de personnes sur une superficie qui est 9 fois plus. Donc, c'est beaucoup plus éparpillé. Voilà, c'est une ville, la ville elle-même, c'est comme une ville européenne. Il y a 2 parties, en fait, dans la ville. Il y a le Berlin-Est et Berlin-Ouest. Berlin-Ouest, c'est que avant, quand il y avait le mur, ça appartenait aux Russes, donc on peut voir des différences, les binyanim, etc. Les buildings sont un peu différents, mais il y en a qui disent même que la mentalité aussi est différente de ceux qui habitent à l'Est ou à l'Ouest. Moi, j'arrive pas à faire la différence, en tout cas. Donc voilà, ça c'est la ville. Non, moi je suis ici, il y a un grand Bet Rabbad ici, Klali, pour un grand Bet Rabbad central à Berlin. Moi mon Bet Rabbad, c'est le Bet Rabbad pour les étudiants. Donc les étudiants à Berlin, ici, Berlin aussi c'est une ville très universitaire, il y a 3 grandes universités très connues ici à Berlin. Une d'ailleurs qui est très connue puisque le Rabbi Lubavitch, il a étudié là-bas, dans cette université qui s'appelle Humboldt Universität. D'ailleurs, nous, toujours ici, quand je se trouve dans cette ville à Berlin, il y a toujours ce sentiment qu'on se trouve dans une ville où le Rabbi il a habité ici. D'ailleurs, les villes où j'ai un peu tourné à Paris aussi, le Rabbi il habitait à Paris, le Rabbi il habitait aussi à Kronheitz. Bon, pour l'instant, j'essaye de remplir les cases. En tout cas, donc il y a cette grande université à Humboldt qui s'appelle l'université Humboldt, où le Rabbi a étudié. Il y a à peu près 30 000 étudiants qui sont inscrits là-bas dans cette université. À part ça, une autre grande université, Freie Universität, aussi il y a à peu près 32 000. Et une autre université, la 3e grande université qui s'appelle Technische Universität, l'université technique, il y a aussi à peu près 30 000. Et à part ça, il y a plein de petits établissements, ça s'appelle des petits établissements d'études supérieures. C'est aussi des sortes d'universités. Il y a comme la petite université de
des arts, etc. Donc, si on compte à peu près, il y a à peu près 100 000 étudiants à Berlin. D'accord. C'est ce qui est énorme. Maintenant, de ces 100 000 étudiants, combien on va dire? Il y a 2%, 3% qui sont juifs, au moins. Ça fait à peu près 3 000 étudiants qu'on pourrait avoir un cachet avec eux, qu'on pourrait essayer d'attraper, d'avoir un cachet. Donc, maintenant, bien sûr, c'est pas du tout facile attraper les étudiants. Il y a un quartier des étudiants ou bien ça traverse toute la ville? Non, justement, le problème, c'est que quand en Amérique, je sais comment ça marche aux États-Unis. J'ai un beau-frère par exemple, qui est chaliach à Cleveland. Là-bas, en Amérique, ça marche, il y a des campus. C'est un campus des étudiants. C'est comme une petite ville, un petit village d'étudiants. Ils sont tous là-bas. Et lui, mon beau-frère, il a sa maison là-bas, son bête là-bas, imprégné dedans. Donc, il ne doit pas aller voir n'importe où. Ici, à Berlin, comment ça marche? Je pense même que c'est aussi comme ça à Paris aussi. C'est qu'il y a une université, les étudiants, ils viennent à l'université quand ils ont leur cours ou quoi que ce soit. Mais après ça, ils vont, ils reprennent le métro et ils rentrent chez eux. Ils habitent à une demi-heure, 3/4 d'heure, 20 minutes de l'université. Donc chacun ici, ils habitent dans leurs appartements. Donc pour moi, pour attraper les étudiants, ça ne va pas aider si je vais à l'université, puisque si je vais à l'université, eux, ils sont là juste pour leurs heures d'études et repas. Donc la plus grande manière comment nous, on a contact avec les étudiants, c'est avec les social media, avec les médias sociaux, donc avec Facebook, Instagram, etc. Et de bouche à oreille, comme ça qu'on atteint notre public. Comme ça, j'aurais dit. Non, Berlin, c'est très grand. Hein. Berlin, il y a 12 quartiers à Berlin. 12 quartiers, 12 grands quartiers. Dans ces 12 quartiers-là, en tout, il y a 96, comme à Paris, il y a 20 arrondissements. Ici, il y a 96 arrondissements. Comme ça. Donc, il y a plutôt les endroits. Berlin, 96 arrondissements? Tout Berlin, c'est 96 arrondissements. Ouais. Donc c'est très grand. Chaque fois, si je vais aller rencontrer un étudiant, parfois, c'est prendre la voiture. Il faut faire une demi-heure de voiture, 3/4 d'heure de voiture. Ouais. C'est énorme. Okay. Ça ne doit pas être facile. Ouais. Un point important aussi à Berlin, hein, je vais terminer. Berlin, je voulais influencer ici les gens à venir habiter à Berlin. Ici, la qualité de vie à Berlin, elle est haute et le pouvoir, le prix, le coût de vie, il fait partie des villes avec la qualité la meilleure et que ça coûte le moins cher. Ça coûte vraiment le moins cher. Si vous voyez même la différence de prix des fruits et légumes, par exemple, des supermarchés à Paris et par rapport à Berlin, ça a une grosse différence. Ça doit faire 30% de moins cher, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait partie des grandes villes comme ça. C'est une ville qui est encore en état de construction, quoi. Ça fait depuis l'an 2000 que c'est en train de se construire, quoi. Ouais. Alors, au niveau communauté juive, cacheroute, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des restaurants cachers, il y a des synagogues, des écoles. Ah oui, donc Baruch Hashem, que je suis venu en Shlichut ici il y a 3 ans et pas il y a 15 ans, puisqu'il y a 15 ans, il y avait beaucoup moins. Maintenant, il y a encore très peu. Des magasins cachers, des supermarchés cachers, il y en a quelques-uns, mais quelques-uns, et bien sûr, ça coûte très cher. Il y a quelques-uns, restaurants, c'est vraiment presque pas, on va dire. Et bon, je dirais même ce qu'il y a, c'est pas avec la plus haute supervision, c'est déjà il faut faire bien. Donc voilà, sur ce niveau-là, on n'est pas gâté, mais Baruch Hashem, il y a l'école juive, il y a une école juive à Berlin, on va dire comme à Paris, du consistoire de la communauté juive. Et aussi une école il y a d'autres écoles, il y a une école du Chabad. Il y a une école Chabad, et c'est là-bas où mes enfants vont. Donc, l'école Chabad. D'accord. Okay. Alors, l'école Chabad de chez vous, par exemple, si on parle déjà des distances, ça fait combien de temps en voiture? L'école en voiture, c'est 1/4 d'heure de voiture. Ça va. Raisonnable. Ça va. Ok, super. Très bien. Ça nous donne une idée. Donc, il n'y a pas de restaurant caché. Bon, il faudra. Il y a très peu, 1 ou 2, quoi. 1 ou 2. Bon, on verra si on déménage ou pas. Ok, et mikveh, il y a? Non, oui, mikveh, il y a Chabad, il y a un mikveh, des mikveh femmes, des mikveh d'hommes. Ouais, bon, Hachem. Ouais. Super. Ok. Alors, pourquoi partir en Shlichut? Pourquoi pas en Shlichut? Entrer dans les affaires ou je ne sais pas ce qui te ferait plaisir. Alors, je peux vous donner 2 réponses à ça. Premièrement, c'est comme si vous demandez à un enfant que son père c'est un businessman, pourquoi il voudrait rentrer dans le business? Il te dira parce que c'est le business de la famille. Okay. Donc, alors, tout d'abord, moi c'est comme le business de la famille. Comme ça, je dis à partir de mes grands-parents. Mon grand-père Avni Pinson, avec sa femme, c'était Badel Chaim Tovim. Il était shlochim en Tunisie pendant près de 50 ans. Donc, parmi les premiers shlochim du rabbi qui ont été envoyés
notamment en Tunisie. La même chose, mes grands-parents de l'autre côté, les grands-parents Bourevitch, aussi, ils ont envoyé du rabbi à Betrivka hier, en France. Donc, voilà, ça, c'est la première génération. Après, mes parents aussi, la même chose, ils ont envoyé le rabbi pour aider le Betrivka, pour travailler dans le Betrivka ailleurs. Et donc, voilà. Donc, je continue le business familial. Maintenant, ce n'est pas seulement une raison, comme j'ai une raison familiale, mais c'est aussi une raison, comme idéologique. Bien sûr, toute ma vie, on va dire, depuis que je suis au Cheder, depuis que je commence à grandir dans ma tête, c'est la même chose que si on voit en face de nous, les gens, ils vont apprendre à l'université. Un, il veut faire architecte, l'autre, il veut faire docteur. Moi, toute ma vie, quand j'ai étudié à Yeshiva, etc., c'est pour faire Shaliach. C'était ça mon but. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu toute ma vie. Voilà. Même quand j'ai marié ma femme dans le Chidour, c'était parmi on va dire des conditions inconditionnelles, je ne sais pas comment dire, mais bon, après, Kamouvan, quand on a habité à Cronite un petit peu 2-3 ans, on s'était un peu installé avec notre travail, etc. On voyait déjà, c'était très difficile à trouver une shtirout, mais ça restait toujours notre rêve, notre but, et au Hashem que ça puisse se réaliser. On est très contents. Ta femme aussi est impliquée dans le travail avec les étudiants ou oui, tout à fait. Alors, ma femme, d'abord, elle est venue aussi principalement en tant que shlucha trinour, c'est-à-dire les deux à la fois, parce qu'ils avaient besoin ici des profs qui parlent l'allemand avec les certificats. Ma femme, elle a les certificats qu'on a avec d'Autriche, etc. Et bien sûr aussi, ça c'est, on va dire, c'est mi-temps, elle fait ça, et mi-temps, elle est avec les étudiants, surtout les étudiantes. Moi, j'ai plus à faire avec les étudiants, elle a plutôt à faire avec les étudiantes. C'est elle qui prépare les Shabbats, c'est elle qui fait, voilà, tout ce qui est niveau manger, organisation, etc. Moi, je suis plutôt rabbin, on va dire. Tout ce qui est concret, c'est elle qui fait. Bien sûr, moi aussi, je fais. On fait ensemble. Ouais. Ok, d'accord. Ok, super. En revenant à la shlichut, comment est-ce que le rabbi t'inspire ou t'a inspiré à partir en shlichut, à vivre en shlichut, à continuer? Alors, bien sûr, comme j'ai dit, comme j'ai dit au début, moi, je regardais, je vois ça même que le rabbi, il a envoyé des shluchim déjà en 1905. Comme je prends l'exemple de mes grands-parents encore une fois, si vous me permettez. Le rabbi, il a envoyé mes grands-parents en 1953. Ok. 1953, c'était pas comme maintenant où il y a déjà 4000 shluchim, je sais pas combien il dit, 4000 ou 5000. Encore. À l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau et il fallait se lancer. Et le rabbi, il a demandé à vraiment quelques-uns, c'était vraiment acheté quelques-uns qui se sont lancés. Et à l'époque, les gens, tu vois, ils avaient encore ça fait, tu vois, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va sortir, comment ça va devenir surtout le chinour des enfants. Mes grands-parents, pour eux, ils vont maintenant aller en Tunisie alors qu'ils habitaient, ils venaient de sortir de la Russie, ils habitaient à Brno, ils ont enfin trouvé un peu de calme, etc. Et je t'ai dit que c'était un nouveau truc. Et on voit, 30 ans après, leurs enfants eux-mêmes, ils vont acheter route, ils continuent. Non seulement qu'ils ont réussi à avoir un bon rythme, etc., ils continuent. Et on voit que c'est vraiment le travail, c'est ça le tachlit de notre génération. Comme le rabbin nous a toujours préparé que le travail de notre génération, c'est vraiment d'amener Mashiach vraiment ici-bas. Et la manière de le faire, c'est en faisant un shtichut dans le monde, d'amener de la lumière dans le monde. Et ça, on le voit concrètement. Ça, c'est comme on dit, la vision du rabbi. Ça, maintenant, on le voit concrètement un peu plus tard dans Kamouvan, que, comme vous dites, la vision du rabbi, elle nous accompagne tous les jours dans notre travail. S'il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas. Ça, je pense pas. À part ça, que bien sûr, on sent l'aide du rabbi et la guidance du rabbi à chaque minute, on veut dire. Et c'est vraiment vrai, on voit ça vraiment dans la shlichut, comme quoi le rabbi, il nous guide, c'est pas nous qu'on fait, la majorité du temps. Pas la majorité, tout le temps. Je pensais souvent, effectivement, à ces premiers shluchim en Afrique du Nord, qui ont survécu la guerre, qui ont survécu la communiste, qui arrivent sauf, soit chez le rabbi, soit quelque part d'autre. Et le rabbi les a envoyés dans une culture qui est complètement différente, une vie différente, des communautés différentes. C'était, je pense, M. Nefesh pour eux, plus que, je ne sais pas, ceux qui seraient partis n'importe où. Je pense que la France n'est pas aussi dure à ce niveau-là que l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie. Parce que bon, c'était l'Europe, d'une certaine manière. Bon, on s'habille plus ou moins de la même manière qu'on s'habille en Russie. Le climat est plus ou moins le même. Bon, il y avait la yeshiva, il y avait une grande qui sont habitées. D'être déraciné à tel point. Et vraiment, je pense que c'est un sacrifice qu'ils ont dû faire. Il est resté jusqu'au dernier moment. Le Rav Edelman, il est encore là-bas jusqu'à l'avenue du Mashiach, entre autres.
ou autre, c'était vraiment une sourate nefesh Madame particulière. Edelman. Rav Edelman, Madame Edelman, il ne bougera pas, là où il est jusqu'à l'avenue de mon chef. Madame Edelman, si elle peut se déplacer. Mais non, je dis, Ah, vous dites qu'il a été. même Madame Edelman, Madame Raskin, qui Oui, continue oui. le travail, etc. Oh, voilà. Les shlichim qui sont venus. On est parti en shlichut en 91. On est parti à Miami, de New York. Donc, on est à New York, bien sûr, au Kollel, comme toi. Après les Shiva, au Kollel, on s'est marié, on a cherché une shlichut, ça a pris 2 ans, un mois pour trouver. On est arrivé à Miami en 91. Ma femme me disait, oh, moi j'avais un travail d'une certaine manière, ma femme me disait, je regarde le téléphone, je ne sais même pas qui appeler. Personne, et c'est tout par téléphone, c'est pas qu'il y a WhatsApp ou le Zoom ou un email. Bon, l'email, c'était tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Il y avait une isolation, et c'était Miami, c'est les États-Unis, c'est pas, nulle part. Je peux imaginer l'Afrique du Nord dans les années 50. J'étais moniteur à Agadir, à la colonie du Rav Raskin. Ça doit être en 85-86. Pour pouvoir appeler la France, il fallait prendre un rendez-vous au téléphone. Il fallait appeler le bureau de poste, prendre un rendez-vous pour pouvoir faire un appel. C'était 30 ans plus tard, c'était 86. Donc, avant, j'imagine l'isolation qu'ils ont dû avoir. Et les efforts, c'était inimaginable. Bon, en tout cas, Baruch Hashem, comme tu dis, on parle en shlichut maintenant et pas il y a 15 ans, comme tu as dit. Exactement. Le monde a changé. Et même maintenant, dans ces pays, les gens connaissent Rabat. Il fallait vraiment briser la glace, pas la vraie glace, c'était en Russie, mais là, c'est une fêche extraordinaire qu'ils ont eu. Il y a des moments de difficulté, des moments où tu dis, bon, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, je sais. Bien sûr, dans chaque, c'est comme tout le temps. Hein. C'est comme quand on était, quand j'étudiais à l'Yeshiva aussi, par moment il y avait des. Bien sûr, mais en fait, pour moi, chaque Peoula, chaque Peoula qu'on fait, que ce soit qu'on a un vendredi soir, tous les vendredis soirs, on a une cinquantaine d'étudiants qui viennent chez nous Shabbat, ou qu'il y en a un qui nous raconte qu'il a mis les tefilines cette semaine. Donc chaque petite chose qu'on entend et quelque chose qu'on a accompli, quelque chose qu'on a fait d'un Hadouar ou Abi, ça amène une satisfaction. Ça amène une satisfaction qui est plus forte que chaque difficulté. Vraiment, tout à fait. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on est nourri avec une mitzvah. Un juif qui fait une mitzvah, ça nous donne la force de continuer. C'est extraordinaire. Exactement. Ouais. Parler français, ça te sert à quelque chose dans le shlichut? Alors, ici, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, il y a aussi des étudiants français ici. Pas beaucoup. Il y en a, enfin, il faut des étudiants français qui sont juifs aussi. Là. Il y a ici un grand, ici, pas loin de chez moi, ici, il s'appelle l'établissement français, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de Français à Berlin, mais pas beaucoup de juifs français. Non, il y a quelques-uns. Ça aide beaucoup, peut-être pas la langue française, mais ça aide beaucoup que je suis français, la nationalité française. Et que ma femme n'est pas une nationalité étrangère, ça aide beaucoup matériellement. Quoi. Ça nous facilite la vie, on va dire. Ouais, d'être européen. Ça facilite la vie pour les enfants. Je sais ici, il y a des autres shluchim. On n'est pas les seuls shluchim ici. Dans la ville, il y a 5 autres shluchim qui ne sont pas européens. Et à chaque fois, il faut renouveler les visas et pour refaire des trafics. Nous, au Hachem, ouais, ça nous facilite. Ouais, bon, parlons un peu d'une journée typique. Une journée typique. Alors, comme m'a dit, mais j'ai pas longtemps, j'ai un cousin qui habite en Israël aussi, il veut faire une interview pour son, je sais pas, il a dans son université à Tel Aviv. Une journée typique d'un shliach, c'est différent pour chaque shliach et chaque jour elle est différente. Mais si vous voulez, de manière générale, je peux vous dire de manière générale. Alors déjà, jeudi, vendredi, ça commence déjà le Shabbat, c'est-à-dire c'est toute la journée, il fallait faire les courses. Nous, on fait tout seul, on est shliach étudiants, on n'a pas des gens qui travaillent pour nous. Donc on fait tout, c'est-à-dire il faut aller faire les courses, préparer les tables, cuisiner, etc. Tout ça, ça prend la journée de jeudi, vendredi. Après, il y a toutes les semaines, il y a le cours de mardi. Donc la journée de mardi, pour moi, elle est consacrée à préparer le cours, un cours approfondi, etc. Pareil, un autre cours, le mercredi, c'est un cours spécial pour certains étudiants qui sont rentrés dans une organisation spéciale, comme ça, Sunday Scholars. Voilà. À part ça, moi, j'enseigne le matin à l'école. Judaïsme à l'école. À l'école, c'est une école, donc c'est une école juive, mais c'est comme l'école, c'est pas comme les Torah à Brooklyn, c'est une école juive. Oui, il y a une heure de Kodesh par jour, une heure à part la tfila. Donc moi, voilà, donc moi j'enseigne ça à l'école dans quelques classes. Donc moi, ça me prend la matinée en fait, là, chaque matinée. Voilà, mardi, mercredi. À part ça, tous les jours, c'est un jour où on va dire si c'est un après-midi où j'ai pas quelque chose à faire pour le Shabbat, etc. Donc là.
dès que j'ai un temps libre, je vais essayer d'appeler encore un étudiant, appeler encore quelqu'un, voir qu'est-ce qui se passe avec lui, où il en est dans son niveau tefilin, mezouza. On va mettre les mezuzot parce que toutes les semaines, on a des appartements, les étudiants, pour aller mettre les mezuzas, cachériser quelque chose, des questions. Ouais, tout le temps, ça n'arrête pas normalement. Bon, tu m'as envoyé quelques photos. On va les partager. Tu vas nous expliquer un peu de quoi, ce qu'on voit, de quoi il s'agit. D'accord. Voilà, Alors, donc là, je vais montrer un peu qu'est-ce qui se passe avec le Covid. J'ai pas eu le temps de parler du Covid ici. Ouais, ici, le Covid, il nous a frappés. Donc, ça, c'est les paquets qu'on a fait pour Hanouka. Donc, qu'on n'avait pas le droit de faire de fête ou quoi que ce soit. Donc, on a distribué des paquets. Si vous voyez ici, il y a l'autocollante Hillel et Base Berlin. Vous voyez aussi? L'autocollante à gauche, c'est notre organisation, c'est Chabad. C'est nous. Hillel Base Berlin, c'est ici. Il y a d'autres organisations ici pour les jeunes à Berlin. Et donc, nous, on essaye toujours de s'associer maximum, qu'on fasse des choses ensemble, etc. Donc voilà, Hanouka, on l'a fait ensemble. Ça a les paquets, même chose maintenant pour Purim. Je ne sais pas si j'ai envoyé une photo de ce qui va se passer pour Purim, mais pour Purim aussi, on va faire quelque chose ensemble. On a loué un camion, comme un ice cream truck, qui va tourner dans Berlin pour lire la Megillah, etc. Et Mishlach Manot. Donc voilà, ça c'est Hanouka. Alors, ça c'est. Ça c'est Sukkot, donc une photo de Sukkot, notre Sukkah. D'accord. Donc je voulais vous montrer, vas-y, je vais pas quand même, si on fait un interview sur Berlin, sans vous montrer au moins une photo de la plus grande Hanoukia d'Europe, comme ça c'est dit. Donc ça, c'est la plus grande menorah d'Europe sur la porte de Brandenburg. Cette porte, elle est très connue, c'est là où Hitler et Marchemo, il a fait ses grands rassemblements, etc. Donc ça nous montre encore une fois la force du Rabbi, la force de la Shlichut. Comme ça, encore on amène la lumière dans l'endroit le plus obscur. Ouais, l'endroit de le dire. Donc là, je voulais vous montrer une photo, malgré que c'est pas très joli à voir, mais ça, c'est en fait, tout notre shlichut ici. Moi, c'est pas qu'on a un betrabad séparé. Notre betrabad, c'est dans notre appartement, dans notre maison. On a un grand appartement pour accommoder beaucoup de gens. Et donc, il y a une salle, c'est la choule. Donc, on a transformé cette salle en choule. Donc ça a été fait l'année dernière, donc assez récent. J'ai une autre photo où on voit le Sefer Torah. Voilà. Hop. Cette photo, voilà. Un instant. Ouais. Donc cette photo-là, en fait, ici, c'était une porte, c'était l'entrée il y avait deux entrées à cette pièce dans la maison. On a bloqué une entrée, on a fait un Aron Kodesh. Voilà. Donc c'est assez récent. On n'a pas encore eu le temps de lire beaucoup de fois avec le Sefer Torah à cause du Covid, mais on espère voilà, très prochainement reprendre. Je ne sais pas si tu as vu l'interview de Madame Garelik. La femme de Gershom Garelik, le chiach qui vient d'être décédé. Elle disait, je vais juste arrêter pendant un moment, elle disait que quand ils sont arrivés en jeune couple à Milan, ils ont cherché un appartement. Donc le premier appartement, un des appartements qu'on leur a montré, c'est un appartement tout petit, très beau, neuf, etc., très bien. Elle était très contente. Et l'agent immobilier demande à son mari, il dit non, c'est pas pour nous. Ok. Bon, et il regarde un autre appartement. C'est un appartement très, très, très grand, mais qui tombait en lambeaux et c'était vraiment tout cassé. Je veux dire, c'est très bien ça pour nous. Parce qu'il y a beaucoup d'espace et on peut avoir un endroit pour la prière, un endroit pour les jeunes, un endroit pour ça, un endroit pour ça. C'est ce qu'il nous faut. Donc il faut avoir un grand appartement. Exactement. C'est pour la shlichut, c'est comme ça qu'on cherche. L'appartement, même là, on va voir, l'appartement, c'est en fonction de la shlichut. C'est pas en fonction de nos besoins, de nos trucs. Alors, donc ça, on a vu la synagogue. Donc ça, c'est ma femme qui fait tous les mois, elle fait un cours pour les femmes, exclusivement pour les femmes. Donc chaque fois, ils font quelque chose d'autre sur un autre thème ou ils font des fois avec une activité. On voit juste une photo comme ça, un des cours. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, c'est un cours d'hommes. Moi, j'ai pas eu le temps beaucoup de chercher d'autres photos, mais c'est ce qu'il y avait dit. Donc voilà, ça c'est ouais. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais t'occuper. Ça, c'était Purim l'année dernière. Donc voilà, c'était Purim l'année dernière, on avait fait un grand truc. Donc ici, même avec on a fait un bar cocktail derrière avec un barman qui était venu. C'était très sympa. Ok. Ouais, ça, c'est aussi Purim dans l'appartement. D'accord. Ça, c'était une année Hanouka. On a fait
je sais pas, comme un Masterchef, comme ça, concours de cuisses d'activités de Hanouka. Ils devaient cuisiner des latkes, si je me rappelle bien. D'accord. Donc Ça, voilà, ça c'est un Shabbat, on va dire un Shabbat normal, avec le Corona. Donc ici, c'était avec le Corona modéré. Je vais vous envoyer la photo parce que ça, c'était en été. Donc en mars, avril, mai, on était complètement confinés. Après, en été, ça s'est réouvert. Donc quand ça s'est réouvert, on n'avait droit que à 6, je veux dire, c'était des tables de 6. On n'avait pas droit plus que de tables par 6. Donc voilà, il y a la table où il y a ma famille, on s'est arrangé. Donc voilà, c'est des tables de 6, mais normalement, voilà, là ici, on pouvait faire accommoder, je sais pas, 25, 30 personnes, mais généralement, on peut même faire 40, 50, on peut même rentrer dans le salon. Donc ça, c'est un Shabbat. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo, c'est de Loulav. Loulav dans le centre de Berlin, là-bas, un des centres de Berlin. Ok. Ça, c'est Tfilin. D'ailleurs, j'ai mis cette photo parce que lui, c'est un Français. C'est un Français qui est de Montpellier. Donc voilà. Ok, et ça, je crois que c'est la fin des photos. Ok, super. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés particulières que tu as dans ton Bet Rabat? Qu'est-ce qui est unique à ton Bet Rabat? Ou ta shlichut de manière générale? Alors pour moi, je veux dire, d'abord la difficulté, matérielle, c'est que parfois c'est pas très pratique. Quand c'est pratique, ça a son avantage, inconvénient quand le Bet Rabat il est dans la maison. On doit pas voyager loin, on doit pas à chaque fois se trimballer des choses. Mais d'un autre côté, des fois, ça peut enlever un peu la privacité, ou il y a toujours les enfants, il faut s'occuper des enfants. Mais bon, ça pour un prochain, on s'arrange, j'imagine. Que voilà. Après, pour moi personnellement, ici, c'était un peu une différente. Les gens ici, ils ont un peu une différente, je veux dire, mentalité ou les gens ils sont un peu différents que comme moi j'ai connu à Paris, par exemple, où quand on faisait Miftaïm à Paris. Les gens viennent ici d'une culture complètement différente. Ici, la majorité des gens ici, ils sont ressortissants de l'Union soviétique. Après, quand Berlin s'est ouvert, il y a beaucoup de familles russes qui étaient russes, moldaves, tous les pays de l'Union soviétique qui sont venus habiter à Berlin. Là maintenant, 80% des Juifs de Berlin, c'est des ressortissants russes. Des ressortissants russes. Et donc, pour nous, la difficulté, c'est qu'à Paris, on faisait à Paris, quand on va avoir un juif à Paris, tous, ils connaissent, ils savent ce que c'est Shabbat, ils sont plus ou moins traditionnalistes comme ça. Ils savent ce que c'est, ils sont chauds, et trucs. Ici, il faut vraiment commencer à partir de zéro. Les gens, il y a beaucoup de travail, prochain. Donc, c'est ça. Il y a un intérêt ou les gens ne sont pas trop intéressés ou... Non, il y a un intérêt, mais parfois, il faut allumer, il faut réveiller l'intérêt aussi. Non, mais bon, prochain, ça va. Parfois, il faut venir avec une différente approche quand on fait qu'à Paris. Il y en a qui vont me dire que c'est la différence entre Ashkenaz et Sfarad. Mais oui, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup de ça aussi. Oui, c'est sûr. Et de l'autre côté, des accomplissements particuliers, des choses que tu es fier. Ça fait que quelques années, tu m'as dit. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et demi, ouais. On est à 4 3 ans et demi. 3 ans et demi. Mais des choses. Alors, j'ai des activités. Nous, notre activité la plus sicari, c'est le Friday night, vendredi soir. Ça avance au début, quand on venait d'arriver, on était 3, après 7, après 10, 15. Au Hachem, là maintenant, il y a toujours 20, 30, 40 même. Pessah, on était 80. Au Hachem, ça a grandi. Donc maintenant, ce que je peux dire que c'est accomplissement personnel. Je peux raconter une histoire, petite anecdote, juste pour un peu amplifier, je sais pas. Comment dire, j'ai un étudiant, je ne vais pas dire son nom, un étudiant que j'ai beaucoup à faire avec lui, on me définit, etc. Et beaucoup parlé avec lui. L'année dernière, Yom Kippour, au fils du Yom Kippour, je sais qu'il était venu, j'ai fait un Yom Kippour, on a fait la tefila ici, dans la synagogue ici. Il était venu, je sais qu'il était venu, il habite assez loin, il habite à 2 heures à pied d'ici. Donc je sais qu'il n'est pas venu à pied. Il n'est pas venu à pied. Donc cette année, Yom Kippour, alors moi, je l'ai dit, on va faire la tefila. Il a dit, ouais, je veux venir. Je dis non. C'est mieux que tu restes, surtout si Yom Kippour, que tu restes. Et si,
Il a dit l'année dernière, j'ai pas réussi à jeûner. Cette année, je veux jeûner. Et aussi, je veux venir. Je lui ai dit non, c'est mieux que tu jeûnes et ne viens pas, etc. Le truc, ne viens pas. Et bon, alors, nous, on était ici, Yom Kippour, comme cette année Yom Kippour, c'était après le Covid, on a moins de monde qui sont venus. Et à la Neila, j'attends, j'ai déjà fait le discours du rabbin, tout ce que vous voulez. On était 8 hommes. Il y avait des femmes, mais il manquait deux personnes pour les Neila. Bon, tant pis, je dis, on va faire sans minyan. Ok, on va faire la Neila. On peut ouvrir le Aron Kodesh, on peut faire sans minyan. Bon, c'est dommage. On a commencé Neila sans minyan et vers milieu de Neila, comme ça, au début de la Chazara, ça toque à la porte. J'ouvre la porte, je le vois, l'étudiant qui est là, et il est venu avec quelqu'un, c'est son frère qui est venu le visiter. Il est là. Bon, moi, j'ai rien du tout dit. J'ai dit, etc. On a fait la tfila. On a terminé la tfila, etc. Après, on a cassé le jeûne, on a mangé, etc. Et après, on part. Je lui ai dit, bon, quand même, t'as pas pu te retenir. Je lui ai dit, moi, j'ai pas pu me retenir de lui dire, je t'ai pas retenu quand même. Bon. Il m'a dit, t'es fou, quoi. J'ai toute la journée et on vient de marcher 2 heures ici pour venir chez toi. Quelle histoire. Donc là, ça m'a fait un peu, comme vous dites, c'est ce que accomplissement personnel, ça je peux appeler pas particulier, mais ça fait du nachat un petit peu. Très belle histoire. Très beau, Baruch Hashem. Ok. Dans ta shlichut, dans ce que tu penses, qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent un peu différemment sur Chabad, ou qu'ils comprennent mieux sur Chabad? Je ne sais pas exactement trop quoi dire, mais moi j'aurais dit peut-être que les gens ne pensent pas que Chabad c'est juste une association qui donne à manger et qui aide aux nécessiteux, etc. Mais que Chabad c'est toute une idéologie qui est derrière, toute une idéologie et une étude et qui a tout un limoud chassidut, etc. Et ça devrait être un des goals, des tachlit, que quand les gens y viennent, etc. Aussi d'étudier avec eux un petit peu de l'idéologie et de l'étude de Chabad. Qu'est-ce qu'est Chabad? Non, je suis sûr que tu partages avec eux pendant les repas aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ouais. Comment est-ce que le Covid a impacté tout ça, les repas? Oui, donc le Covid, depuis Pessah, depuis Purim l'année dernière, on fait tout. Dans 3 mois, on a fait tout. On peut plus se rassembler, on ne peut plus faire les Friday nights. Les synagogues ont réouvert avec restrictions. Là maintenant, même Hanouka, comme on fait que les paquets, qu'on fait Shabbat to go, les gens ils viennent et ils récupèrent un Shabbat. Purim, là, ça aussi, ça va être comme ça. Comme j'ai dit, Purim, on va tourner avec un camion. Et on espère, comme ça, ils ont dit qu'ils vont, je sais pas là-bas, le congrès, ou je sais pas comment ça s'appelle, ici en Allemagne, et ils vont se rassembler le 5 mars. On espère qu'ils vont réouvrir avant Pessah. Donc, maintenant, quoi, les écoles sont fermées ou comment ça? Donc les écoles, il y a eu la période en 2020, au niveau aux alentours de Pessah, au niveau que ça a fermé complètement. Ça a réouvert en été. Ça a refermé juste après Tishri, donc en octobre, jusqu'à présent, ça a refermé. Et là, ça va rouvrir Mamash cette semaine, la semaine prochaine, ça rouvre vraiment avec, petit à petit, avec d'abord une classe, 2 classes, etc. Donc juste à présent, moi j'enseigne maintenant en Zoom. On enseigne en Zoom. C'est pas très rigolo. Ouais, c'est pas du tout rigolo. J'ai un cours, je donne 1 fois par semaine des jeunes filles qui sont en terminale. Ouais. Mais bon, c'était pendant quelques semaines aussi, le printemps dernier sur Zoom, c'était une horreur. Non, alors moi je donne aussi les cours les étudiants en cours en Zoom, ça va encore, mais là quand j'enseigne à l'école, c'est des enfants de 12 ans, 15 ans, c'est pas évident. C'est pas évident. Déjà, je te dis, les filles en terminale, c'était la catastrophe, j'imagine que. Et pour eux aussi, même pour les élèves aussi, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Personne. Avec les étudiants, là, c'est la même chose. Il y a des étudiants qui viennent ou c'est par Zoom? Comment ça? C'est par Zoom. Là maintenant, tout est par Zoom. Donc il y a moins de passages. Il y a moins d'étudiants en Berlin même qui viennent. Oui, il y a beaucoup moins qui viennent et tout en Zoom. Même eux, leur étude à l'université, c'est en Zoom. Ouais. Okay. Et bon, moi ici à Berlin, la majorité des étudiants, ils habitent à Berlin. Ils sont, on va dire, je sais pas, 70% des étudiants, ils sont de Berlin. Donc il y a toujours, même il n'y a pas de vacances. Je connais des shluchim en campus qui ont 3 mois de vacances pendant l'année. Non, on n'a pas de vacances. Ok. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais fait avec? Si j'aurais une baguette magique, j'aurais construit une grande maison dans l'université, dans les grandes universités. Okay. Et voilà, quelques étudiants.
En fait, en France, ça ne même pas sur les marchés, puisque encore les étudiants ils viennent pendant, ils ne seraient pas arrêtés. On ne peut pas savoir. Je sais pas, je vous avais envoyé une photo, je sais pas si vous l'avez, je pense pas vous l'avez montré une photo. On avait fait une fois une exposition à l'université de Humboldt, dans l'université où le rabbi il a étudié. Donc ça, c'était vraiment dans l'université de Humboldt. Donc ça, c'était une des seules activités que j'ai essayé de faire dans l'université même. Et, bon, je peux toujours dire, on ne sait pas toujours les atzlachot qu'il peut y avoir qu'on ne connaît pas, mais. Bien sûr. Non, je n'ai pas de photo comme ça. Il n'y a pas? D'accord, ok. Regardez les photos. Oui, je la vois. Alors, une grande maison, ok, besoin de Hachem. Tes visions pour le Bet Chabad d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, vision pour le Bet Chabad. Déjà, moi, je vois un renouvellement de la synagogue qu'on a à la maison. Je vais vraiment investir dans ça. Et parce on a des minyanim tous les vendredis soirs, mais Shabbat, midi, Sefer Torah, on n'a pas beaucoup, parce que c'est très difficile à amener les étudiants. Le soir, c'est facile, c'est plus facile, mais la journée, ils étudient. Donc, moi, éventuellement, c'est d'avoir un noyau d'étudiants qui sont assez religieux pour pouvoir faire un minyan de Shabbat, et que ce soit aussi un Bet Chabad normal, aussi avec la Shabbat normal, etc. C'est quoi d'autre que tout s'agrandit plus, quoi. Jamais. Attention. Il y a combien de shluchim? J'aurais dû demander ça. Il y a combien de shluchim à Berlin? Alors, à Berlin, on est 6 maintenant. 6 ou 7, je sais qu'il y a un nouveau shliach qui arrive, donc 7. Ouais. Il y a le Rav Tartel, c'est le rabbin principal. Après, il y a un autre centre à Berlin, un Bet Chabad à Berlin-Est, qui est dirigé par Nathan Zuckerman. D'ailleurs, vous pouvez aussi l'interviewer, il parle français aussi. Ah, ok. Il est de Genève. Donc, il va. Voilà. Et bon, Hachem, là maintenant, Rav Tartel, il construit ici à Berlin un campus, un énorme building qui fait de 7 étages, etc., qui va faire l'école, ça va agrandir l'école, etc. Ils sont en train de le terminer. Et moi, j'espère qu'il y aurait là-bas un petit étage pour les étudiants, avec les salles de jeu, etc. Donc, ça va aussi nous agrandir nos activités. Et aussi, un nouveau truc qu'on a instauré, Mamash, on ouvre ça maintenant dans les semaines qui suivent. Et j'espère, comme vous dites, dans ce qui va se passer dans 5 ans, que ce nouveau projet, c'est de faire comme un petit internat pour les étudiants. Internat, on va commencer par étudiants tout d'abord, pour pas d'abord. Internat, c'est-à-dire des appartements, que les étudiants ils viennent pour un prix. Parce qu'ici, c'est très difficile de trouver un appartement à Berlin. C'est très dur. Toujours, tout le temps. Je vais dire, la question la plus demandée qu'on me demande, c'est est-ce que tu connaîtrais pas un appartement à louer? C'est la question qu'on me demande le plus ici, les étudiants. Et donc, voilà, donc, genre, avoir ici des appartements pour que les étudiants ils habitent ici avec un prix spécial et qui sont aussi impliqués dans la shlichut, qui doivent venir, Shabbatot, etc. Un projet comme ça qu'on va, si tu veux, c'est pour très bientôt. Super. Par rapport à ta famille, les espoirs, des projets pour les années à venir? Moi, j'espère juste que mes enfants, maintenant, ils vont à l'école, comme je dis, ils vont à l'école ici à Berlin. C'est pas du tout le même chinour que moi j'ai eu quand j'étais petit. Enfin, alors, j'espère que, comme on dit, c'est sur les. Comme quand le rabbi l'a dit à mes grands-parents, que les grands-parents ont dit qu'est-ce qui va se passer avec le chinour des enfants, le rabbi l'a dit, c'est sur mes épaules. Donc, moi, je me sommaire sur les épaules du rabbi pour le chinour des enfants. Okay. Yeah. Bon, je te souhaite d'être le même Kelly que tes grands-parents. Amen. Okay. Un petit message avant de se dire au revoir? Avant de se dire au revoir. Alors, comme dit, En Niftarin et la Mitor Dvar Halacha, juste un tout petit mot ici, on parle ici de la shlichut, etc. La shlichut, c'est pas uniquement pour les Rav, Chabad, Shliach, quelqu'un qui a une barbe, etc. Shlichut, c'est chacun personnellement dans sa vie privée, il peut accomplir la shlichut d'Hachem, sa mission. Chacun quand on se trouve, par exemple, tu as 2 heures de retard dans un aéroport, ton avion il a été retardé de 3 heures, etc. Tu trouves 3 heures, ça n'existe pas. Hachem, il t'a mis dans cet endroit, c'est pour accomplir quelque chose, n'importe où on se trouve. C'est ça, on apprend ça de la Megillah, comme ça, Mordechai, il a dit à Esther, Miyodea, il a emulé, Kazot, Igata, Malchut. Peut-être ça, c'est ta shlichut dans ce monde, donc ça, c'est ce que nous tous, des shluchim du Rabbi, on essaie de faire, mais même, chacun est un shliach du Rabbi, le shliach d'Akadosh Baruch Hu, à chaque minute de remplir sa shlichut. Donc, si tu veux, qu'on reçoive Mashiach très prochainement, quand tout le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Merci à vous, tout le plaisir est pour moi.
Plein d'aflacha, plein de bonnes choses. Amen.